Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau Nouvel Esprit Public, au cours duquel nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité avec Matthias Fekl, ancien ministre de l'Intérieur et avocat, avec Béatrice Gibelin, fondatrice de l'Institut français de géopolitique et directrice de la revue Hérodote, avec Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova, et Michaela Wiegel, correspondante à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro est intitulé « Le Pen, jusqu'où ira-t-elle ?» Il est ainsi chapeauté « Près de la moitié des Français jugent aujourd'hui le parti de Marine Le Pen capable de gouverner. Le Rassemblement national, très sage à l'Assemblée, semble s'être débarrassé de son image d'épouvantail de la République. À cet égard, sa participation historique à la marche contre l'antisémitisme du 12 novembre marque une étape très symbolique face au verrou idéologique qui lui a jusqu'ici barré le chemin du pouvoir. Malgré ce ripollinage, le parti d'extrême droite n'a pourtant pas cédé grand-chose de sa radicalité originelle. Nouvel invité pour les badas de la série Si c'est pour la culture, on a déjà donné. Mercredi, nous mettons en ligne un premier entretien avec Laurent de Wilde, pianiste de jazz et écrivain, auteur d'une biographie de Thelonious Monk et d'un livre, Les Fous du son, qui retrace l'histoire de la musique électronique et de ses inventeurs. Il a signé de nombreux enregistrements, dont Over the Clouds avec Ira Coleman et Clarence Penn. Et du lundi au vendredi, de 19 à 20h, il anime sur Radio Classique l'émission On the Wild Side, dans laquelle il évoque l'histoire du jazz à travers différentes thématiques. Notre prochain rendez-vous en public, c'est dimanche prochain, à l'École alsacienne, le 3 décembre. Vous pouvez vous inscrire sur notre site. Toutes nos émissions font l'objet d'un compendium, un compte-rendu analytique. Vous pouvez vous y abonner gratuitement, n'hésitez pas. Et puis, n'hésitez pas non plus à vous souvenir que nous entrons dans la courte série des semaines qui vont précéder la fin de l'année, pendant lesquelles vous pouvez encore, sous la forme d'une contribution, d'un don au Nouvel Esprit Public, diminuer vos impôts, car ces contributions sont défiscalisé à hauteur de 66%. Et puis je signale à ceux qui l'auraient manqué que nous avons consacré un sujet à la situation en Argentine dans notre émission du 29 octobre, après le premier tour de l'élection présidentielle. Intéressons-nous maintenant au premier des deux sujets que nous avons l'intention d'aborder, celui de l'obsession allemande du frein à l'endettement et la question de savoir si cette obsession ne risque pas de plomber l'Europe. Depuis la pandémie de Covid, la guerre en Ukraine, la crise énergétique et la flambée inflationniste, les règles de la discipline budgétaire régissant la zone euro ont été mises en suspens. Elles seront de nouveau appliquées le 1er janvier prochain et ces critères dits de Maastricht, jugés unanimement obsolètes, fixent des seuils de 3% du PIB maximum au déficit et de 60% à la dette. Ils resteront d'actualité. Le débat porte aujourd'hui sur la façon de revenir à ces critères pour les États qui ne les respectent pas, une majorité parmi les 20 membres de la zone euro. Si Paris soutient la proposition de la Commission européenne en faveur de trajectoires de désendettement à la carte, négociées de gré à gré entre chaque pays et l'exécutif européen, Berlin refuse cette approche trop souple et réclame un ratio commun de désendettement de 1% par an pour les États dépassant les 3% de déficit. La Commission a tenté un compromis en proposant 0,5. La dette des pays de l'Union culmine aujourd'hui à près de 150% du PIB en Italie, 110% en France. Si les règles sont rétablies au début de l'an prochain, notre pays fera partie des 7 qui devraient en théorie se retrouver placés par la Commission sous la procédure de déficit excessif, avec l'Italie, la Belgique, la Slovénie, la Slovaquie ou Malte. En Allemagne, le projet de loi budgétaire adopté le 5 juillet marque le retour de la rigueur. Le ministre libéral des Finances, Christian Lindner, souhaite diminuer de 30 milliards les dépenses publiques et propose de baisser les budgets de tous les ministères, à l'exception de celui de la Défense. L'objectif est de faire passer le déficit budgétaire du pays de 4,25% du PIB à 1,75 et le niveau d'endettement de 67,75 à 66,75%.
2,5. Il s'agit de remettre le pays sur la voie du frein à l'endettement, concept inscrit dans la constitution allemande pour limiter le déficit budgétaire. Cette année, le gouvernement allemand, tout comme le FMI ou les principaux instituts économiques, prévoit une récession de 0,4%, et selon la Commission, 10 pays européens devraient se trouver dans cette situation de récession cette année. En dehors de l'Allemagne, ce sera le cas de la Suède, de l'Autriche, de l'Irlande, du Luxembourg, de la République tchèque, de la Hongrie et des 3 pays baltes. Le 15 novembre, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe a annulé une deuxième loi de finances rectificative qui comportait 60 milliards d'euros en faveur du climat. Cette décision prive le gouvernement allemand de toute marge de manœuvre au moment où les 27 doivent débattre lors du prochain Conseil européen de la mi-décembre d'une révision à mi-mandat du cadre budgétaire européen. La Commission avance que les caisses sont désormais vides. Selon elle, il est impératif de soutenir l'Ukraine de 50 milliards supplémentaires jusqu'en 2027, d'affecter 15 nouveaux milliards au partenariat extérieur pour gérer les migrations, de créer un fonds de soutien de 10 milliards aux technologies critiques, de couvrir la hausse des taux du grand emprunt européen et de rehausser les traitements des fonctionnaires pour tenir compte de l'inflation. Sur cette question, Michaela Wiegel. Oui, il est rare d'entendre le chancelier allemand qui passe pas pour un drôle de parler comme dans une BD. Mais vous vous souvenez probablement quand il a parlé du Doppelwumms, le double boom, quand il a annoncé un plan de 200 milliards d'euros pour soutenir l'économie allemande. C'était la première fois où l'Allemagne a essayé de faire un petit peu d'inventivité budgétaire, à l'exemple de la France. Et ça n'a d'ailleurs pas plu en Europe parce qu'on a considéré que c'était trop d'argent pour une seule économie dépensée. Et je rappelle cet exemple pour montrer la décision historique de la Cour constitutionnelle parce qu'aujourd'hui, non seulement les 60 milliards qu'on avait transférés des crédits de la crise de Covid à un fonds climatique ont été déclarés anticonstitutionnels, mais aussi tous les autres fonds spéciaux, en quelque sorte, qui devaient aider à l'économie allemande à surmonter les différents défis, notamment climatiques, mais aussi d'infrastructures, la guerre, ça vient d'être mentionné. Donc nous sommes là en face à une situation de crise très inhabituelle pour la plus grande économie européenne. Tous les nouveaux crédits sont gelés jusqu'à nouvel ordre. En plus, dans une procédure d'urgence, le ministre des Finances va demander de déclarer une situation exceptionnelle pour suspendre à nouveau le frein à l'endettement pour l'année en cours. On pense que l'année 2024, ça va être l'année des plus grosses coupes dans le budget pour le rendre à nouveau constitutionnel. On pense aussi que c'est quasiment impossible, sans toucher à tous les grands projets nécessaires normalement quand on voit l'état des crises auxquelles fait face l'Europe, que l'Allemagne va faire des économies de cette ampleur. Donc on est vraiment dans une situation incroyablement complexe qui est le résultat direct du fait qu'en Allemagne, on a décidé en 2011 de rendre une partie de notre responsabilité politique, parce qu'on le sait depuis les débuts de la démocratie, que le droit du budget est le droit le plus noble en démocratie, on a, en quelque sorte, chargé les juges de Karlsruhe, la Cour constitutionnelle, de gérer une partie de ce droit budgétaire et on a la réponse aujourd'hui. Donc, je crois que c'est une situation incroyablement lourde de conséquences pour l'Europe parce que, comme ça vient d'être mentionné, effectivement, nous sommes en train de négocier au niveau européen les nouvelles règles budgétaires et l'Allemagne, avec la situation antérieure
aussi dégradée et aussi tendue, aura beaucoup, beaucoup de mal, politiquement bien sûr, d'accorder, à nouveau, plus de largesse budgétaire à l'Europe et je crois malheureusement, ça signe un peu la fin de cette expérience heureuse, cette première expérience où l'Europe a vraiment, avec la crise du Covid, décidé pour la première fois de s'endetter en commun et de ne pas faire ce que voulait le réflexe allemand, c'est-à-dire de toujours, mettre en avant d'abord le taux d'endettement, mais d'essayer de dépenser, d'investir pour, des projets d'avenir, je vois une possible régression et ce qui est le plus ironique, c'est que c'est sous une coalition qui se voulait le plus progressiste pour l'Europe. Marc-Olivier Padis. Oui, une coalition progressiste, mais au sein de laquelle les libéraux, qui sont extrêmement attentifs à cette question budgétaire, rappellent en permanence à leurs partenaires verts et sociodémocrates, disons, à la rigueur. Et donc, il y a des tensions au sein de cette coalition. Quand Angela Merkel a quitté le pouvoir, le bilan qui a été fait de ces 16 ans passés en grande partie en grande coalition avec les sociodémocrates, était que si elle avait assuré une grande stabilité, elle avait aussi laissé beaucoup de sujets un peu en chantier, et notamment des sujets d'investissement dans les infrastructures, le ferroviaire, le numérique. L'Allemagne, ça peut surprendre, mais est très en retard, notamment par rapport à la France, sur les équipements numériques. Et puis la transition énergétique. L'Allemagne doit sortir du charbon, et elle avait une stratégie pour sortir du charbon, c'était de passer par le gaz. Or, comme les Russes ont arrêté de fournir du gaz aux Européens et à l'Allemagne, il y a une difficulté stratégique majeure pour l'Allemagne, où l'industrie a besoin de beaucoup d'énergie. Et justement, cet argent de 60 milliards, il était utilisé moins pour une transition verte en réalité que comme un bouclier énergétique, comme on l'a fait en France, mais à destination des industries, des entreprises, pour les mettre à l'abri de l'augmentation des tarifs de l'électricité. Donc, je crois que le ministre vert de l'économie, Robert Habeck, a déjà annoncé qu'il va y avoir des hausses des prix, des tarifs de l'énergie. Et donc, on se demande si l'Allemagne fait une année 2024 de restrictions budgétaires alors qu'il y a des besoins d'investissement importants et que l'Allemagne est en récession aujourd'hui, ça semble quand même un peu contracyclique comme attitude. Il faudrait au contraire avoir de l'argent pour relancer. Maintenant, les conséquences pour l'Europe sont quand même aussi assez importantes, avec un lien qui est très simple, c'est que l'Allemagne, c'est un quart de la contribution au budget européen. Et donc, la demande de rallonge budgétaire qu'avait faite la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, pour le cadre financier 21-27, le chancelier allemand Olaf Scholz a déjà annoncé que l'Allemagne contribuerait pas. Et donc, ça met tout le monde dans l'embarras, et en particulier sur les 100 milliards qui étaient prévus par la Commission, il devait y avoir 50 milliards pour l'Ukraine. Alors, pas forcément en armement, mais en reconstruction. Et donc, c'est quand même un très, très mauvais coup pour l'Ukraine qui est en difficulté. Si l'économie allemande se porte mal, c'est aussi une mauvaise nouvelle pour tout le monde, y compris pour la France, parce qu'une partie de notre activité est tirée par l'économie allemande. Et puis, c'est la difficulté. On ne voit pas bien comment boucler un budget européen si l'Allemagne n'est pas en situation de contribuer. D'où se pose la question, une question ancienne et lancinante, du budget propre de l'Union européenne, puisque l'Union européenne dépend en fait des contributions des États, ce qui conduit à des situations de conflit où chacun regarde combien il donne, combien il touche. Et d'autant plus que l'emprunt en commun qu'on a fait pour faire face à la crise sanitaire doit donner lieu à des remboursements qui vont arriver progressivement dans les années 30. Et donc, un des objectifs, ou une des questions ouvertes, ce serait de pouvoir enfin, à ce moment-là, passer à des ressources propres pour l'Union européenne pour rembourser cet emprunt. Mais là, le débat semble assez mal parti. Béatrice Gibelin.
Oui, on est aussi un peu surpris pour quelqu'un qui n'est pas du tout versé dans le suivi de tout ça. C'est-à-dire qu'on avait l'impression d'une Allemagne où tout allait bien, qui avait, elle tenait bien son endettement, elle avait des réserves, l'exportation était fabuleuse et donc on avait des comptes très, très solides. Le chômage, ça allait, elle avait juste un problème peut-être de main-d'œuvre parce qu'effectivement, la situation démographique est pas brillante et on a besoin, mais que nous, on était vraiment des mauvais élèves, des espèces de cigales absolument écervelées, qu'on n'arrivait absolument pas à faire rentrer dans le droit chemin. Puis j'allais dire patatras. En l'espace d'un temps qui est court, mais c'est assez souvent comme ça en économie, des événements géopolitiques majeurs, dont l'invasion de la Russie en Ukraine, va inverser rapidement la situation. Et donc avec, en fait, on peut dire, bah, c'est pas de leur faute, ça s'est passé comme ça, et bien évidemment, bon, si, il y a des choix qui ont été faits pour servir les intérêts des entreprises allemandes, pas seulement les très grosses, mais surtout, je pense aussi les entreprises familiales, avec une force de représentation sur le dramatique qu'est l'énergie nucléaire, avec cette décision, de mon point de vue, invraisemblable, à la suite de Fukushima, de décider qu'on arrête le nucléaire. Et donc, on a relancé, bien évidemment, le charbon. Donc, non seulement la situation est difficile en Allemagne sur le plan économique, mais elle l'est bien évidemment, surtout, sur le plan écologique, avec une production de CO2 qui est véritablement très, très préoccupante. Alors, elles avaient fait le pari du gaz russe, et c'est là où je dis qu'il y a des responsabilités politiques, parce que faire construire Nord Stream 1 et 2, financés par Gazprom, qui était évidemment avec Schröder, ancien chancelier allemand, aux premières loges pour pouvoir pousser ce canal d'hydrocarbures, était absolument scandaleuse. Et des puissances européennes s'y sont opposées. Mais le poids de l'Allemagne et son poids économique à ce moment-là, et son lobby, parce que ça s'est passé comme ça, elle a réussi d'une certaine façon à l'imposer. Et en sachant que ça avait des conséquences absolument dramatiques pour l'Ukraine. Mais à ce moment-là, c'était pas le problème, parce que l'Ukraine ne touchait plus du tout une royalty si tout passait par la mer Baltique. Donc, moi, ce que je voudrais insister là-dessus, c'est que oui, il y a des événements extérieurs, mais il y a eu des choix politiques, en fonction, j'allais dire, de convictions idéologiques qui peuvent s'expliquer par l'histoire, mais qui s'expliquent aussi par le sentiment d'avoir une supériorité sur le champ industriel et sur le champ de la rigueur, et qu'il y avait des leçons à donner. Maintenant, il va falloir se les appliquer à soi-même. Matthias Fekl. Il y a d'abord la question de ce qu'on appelle l'ordolibéralisme, c'est-à-dire notamment l'inscription dans la Constitution de toute une série de règles de gestion, y compris la règle d'or, et qui limite l'endettement et effectivement transfère une partie importante du pouvoir d'appréciation politique et du pouvoir de souveraineté aux juges constitutionnels. Ça, c'est dans la Constitution. Ce n'est pas un coup d'état des juges. C'est quelque chose que le souverain, c'est-à-dire le constituant, en Allemagne, a décidé d'inscrire dans la norme fondamentale. Alors, une partie s'explique par l'histoire. Je pense que c'est toujours important quand même de regarder aussi d'où viennent les causes. Et sur les sujets de dette et d'inflation, il y a en Allemagne quand même toujours le traumatisme des années 20, des années 30 et des conséquences politiques d'une situation économique désastreuse. Et l'hyperinflation des années 20 qui a ruiné par millions les classes moyennes allemandes, qui est un des éléments, évidemment pas le seul, qui explique l'arrivée au pouvoir des nazis. Ce petit détour par l'histoire pour dire qu'il y a des causes profondes qu'on ne peut pas balayer comme ça d'un revers de main. Ensuite, si on regarde plus près, alors il ne faut jamais se vanter, mais moi, il y a 4 ans, j'avais écrit un papier qui posait la question de savoir si l'Allemagne était le futur homme malade de l'Europe. Et à l'époque, ce n'était pas très mainstream de poser cette question parce qu'effectivement, on considérait que tout allait bien dans le meilleur des mondes. Il y avait quand même déjà des éléments de fragilité du modèle allemand. D'abord, les choix énergétiques qui ont été faits et qui s'avèrent aujourd'hui être un pari perdant. Ensuite, et ça, à mon avis, c'est plutôt une question pour l'avenir, la question des hyper-excédents commerciaux, en partie réalisés avec la Chine, qui posent quand même, qui font peser de grands risques
en fonction du degré d'ouverture du marché chinois sur l'industrie allemande, l'automobile, le machinisme, tout l'équipement industriel, et donc sur le Mittelstand allemand, ces entreprises de taille intermédiaire qui aujourd'hui structurent le tissu économique allemand. Et puis le troisième élément de fragilité déjà ancien, c'est quand même une société qui est minée par un certain nombre de réformes, y compris sous Schröder, avec les travailleurs pauvres, avec notamment les mères célibataires qui s'en sortent pas, les inégalités Est-Ouest. Et tout ça, aujourd'hui, crée, à mon sens, en Allemagne, un très grand désarroi dans les élites économiques et dans les élites politiques. Et moi, ce que j'appelle de mes voeux, c'est qu'évidemment, dans ces moments-là, la France et l'Allemagne essaient ensemble de regarder lucidement la situation, les erreurs du passé, un certain nombre de choix stratégiques qui ont été mal faits de part et d'autre, mais essayent de surmonter cette difficulté. Mais c'est pas tellement ce qu'on constate. Malheureusement, moi, je vois en France beaucoup d'anti-germanisme un peu basique qui refleurit, et puis en Allemagne, pendant longtemps aussi, une forme de condescendance à peine déguisée à l'égard de la France. Les destins des deux pays et des deux économies, des deux nations, restent liés plus fortement que jamais. Ça, c'est certain. Alors, je conclurai là-dessus. Les risques sur l'Europe, ils existent bien sûr dans les rigidités allemandes telles qu'on vient de les identifier, notamment sur la question de la dette. Elles existent aussi de l'autre côté dans l'emballement de la dette. C'est-à-dire que de croire qu'on peut dépenser à l'infini sans regarder à quoi sert l'argent me semble une erreur tout aussi fallacieuse. Donc espérons là-dessus qu'une forme de keynésianisme moderne pourra être réhabilitée, c'est-à-dire une autre approche des politiques économiques et de la dépense publique. C'est ce que fait admirablement, à mon sens, le président Biden aux États-Unis, qui est un des plus grands présidents américains depuis Roosevelt, dont on peut d'ailleurs le rapprocher par bien des égards, pas seulement son âge et son expérience, mais aussi un certain nombre de grands choix de politique économique, et puis une présence à l'international qui demeure quand même tout à fait remarquable, me semble-t-il. Je pense notamment à la situation en ce moment en Israël. Michaela Wiegel. Oui, je voulais revenir à ce que Béatrice a dit et qui est vraiment très juste. Et en même temps, ce qui est le plus fou, c'est que les bons chiffres de l'endettement de l'Allemagne sont toujours là. C'est-à-dire l'Allemagne a toujours un taux d'endettement bien inférieur à celui de la France. Donc, on est là en face d'une opération purement budgétaire, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle qui dit que la pratique budgétaire n'est pas constitutionnelle pour les raisons, et Mathias a raison de rappeler l'histoire, mais l'histoire n'explique pas le renforcement à un degré vraiment incroyablement restrictif de cette règle d'or, de ce frein à l'endettement en 2011, qui le limite maintenant à 0,35% du PIB par an. Et les juges de Karlsruhe ont en plus, dans leur interprétation, renforcé cette contrainte en disant que c'était vraiment par année budgétaire qu'ils le comptaient. Alors, ça voudrait dire effectivement que tout doit être dépensé dans l'année du budget. Alors, pour celui qui a déjà eu un budget, on sait très bien que parfois, il y a des années où on dépense tout, mais il y a des années où on a des réserves et on est bien heureux de le remporter à l'année suivante. Et là, ce que les juges disent, que ce n'est pas constitutionnel, surtout si on change les dépenses de direction comme c'était prévu. Et effectivement, je crois qu'il est temps que l'Allemagne fasse un petit peu se confronte au débat qu'on ne peut pas éternellement vivre dans la crainte d'une spirale inflationniste et qu'il est probablement temps de regarder aussi le rôle qu'a l'Allemagne pour l'Europe. Et je trouve que c'est ça qui est probablement le plus inquiétant dans ce que Mathias a si bien décrit, que pendant des années, il y avait une sorte de condescendance des gouvernements allemands vis-à-vis des autres Européens, en pensant que nous, on avait le meilleur modèle et qu'il fallait que regarder comment l'Allemagne réussissait. Mais aujourd'hui, on a l'impression que les solutions, on les regarde purement au plan national et qu'on ne regarde pas les conséquences ailleurs. Donc, il y a une sorte de renationalisation de la politique allemande.
Entre les critères de Maastricht et l'inflation, vous avez choisi les critères de Maastricht et vous aurez l'inflation, pour paraphraser une phrase célèbre. Béatrice Oui, Gibla. Michael vient de dire, on a l'impression qu'on ne cherche que la solution nationale. Mais c'est peut-être même pas la solution. Parce que, écoutez ce qui vient d'être dit, la situation pour les Allemands, en particulier ceux qui sont les plus faibles, les mères célibataires, vont être confrontés, ou les travailleurs pauvres ou autres, vont être confrontés à une situation sociale qui va être absolument terrible. Et ma question, en vous écoutant, je me disais, et si on ne suivait pas les juges de Karlsruhe, qu'est-ce qui se passerait si on disait, écoutez, non, la situation est très grave, ou est-ce que la mentalité allemande, c'est absolument impossible de se dire ça, il faut bien être une Française pour penser une chose pareille, c'est-à-dire, au fond, non, le rapport est tel qu'il faut maintenant qu'on fasse autrement. Matthias Fekl. Je faisais la moue un peu en écoutant uniquement sur ce point, Béatrice, parce que je rappelle que vous êtes à moitié allemand. Oui, non, mais là, je parle plutôt peut-être en tant que professionnel du droit. Je décourage quand même très fortement l'idée de ne pas respecter les décisions des juridictions suprêmes, quelles qu'elles soient, et quel qu'elle soit le pays, parce que sinon, là, pour le coup, chacun trouvera toujours une excellente raison de considérer qu'une décision de justice n'est pas bonne, à mon sens. En revanche, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est de changer la Constitution. Quand on considère qu'il y a un problème majeur soit de jurisprudence constitutionnelle, soit de texte constitutionnel en lui-même, c'est ce texte-là qu'il faut changer. Donc je serais fidèle à la pensée du doyen Vedel là-dessus, qui a beaucoup réfléchi et qui considère, voilà, le constituant a toujours la possibilité de faire ce qu'il appelait une sorte de lit de justice, c'est-à-dire qu'en révisant la Constitution, il peut remettre les choses dans le droit chemin. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Je pense que le débat est en cours. J'ai noté avec grand intérêt qu'il y a aussi bien Friedrich Merz, le président de la CDU, donc du parti qui avait fait appel à la Cour de Karlsruhe pour juger la pratique budgétaire du gouvernement actuel. Et il a mentionné qu'il était surpris par l'ampleur du jugement et qu'il en sent que même le principal parti d'opposition se sent dépassé par l'ampleur des conséquences. Et le maire de Berlin, comme Berlin est un État-ville qui est CDU aussi, a lui-même contesté la validité du frein à l'endettement de cette ampleur pour dire que dans un temps de crise où effectivement il faut réagir, ce frein qui a été conçu à une époque où on pensait que l'endettement, c'était après la crise financière de 2008, était le grand mal du monde et qui menaçait nos démocraties, en fait, il est plus adapté. En revanche, on le sait en France, ça prend beaucoup de temps de changer une constitution, de trouver les majorités avec en plus des jeux politiques. Donc, je crains que l'année 2024 va être très difficile avec en plus une possibilité que cette coalition ne tienne pas, même si aujourd'hui leurs perspectives électorales sont tellement mauvaises que le soif de pouvoir les tient ensemble. Mais n'empêche, l'Allemagne est politiquement extrêmement fragilisée. Marc-Olivier Padis. Oui, c'est pour noter brièvement que la question de repasser par une réforme de la Constitution peut fonctionner, par exemple, pour contourner ces problèmes de règles d'or sur le budget. Les gouvernements successifs ont eu recours à des fonds hors budget, et donc que la Cour remet en question, et donc ça soulève une question très très importante. Mais un des fonds hors budget les plus importants qui avait été annoncé par Scholz concerne la défense, 100 milliards pour la défense, où quand le responsable de l'armée, un général, je ne sais plus exactement son rang, a dit après l'invasion ou la tentative d'invasion russe de l'Ukraine, mais en fait on n'a rien. Donc tout d'un coup il y a eu une prise de conscience. Le général d'état-major de l'armée de terre. Ouais, c'est ça.
Donc ces 100 milliards-là, en revanche, ils sont sanctuarisés parce que dans la loi fondamentale, c'est autorisé pour ce sujet-là. Donc il y a quand même un peu des ajustements possibles. En tout cas, ceux-là ne sont pas remis en cause. Oui, Béatrice. Petite question. Est-ce qu'il serait possible de contester la décision, c'est-à-dire être sur le plan du droit, hein, puisqu'on voit que le leader de la CDU, le maire de Berlin, disent ah ben non, là c'est vraiment, on s'attendait pas à quelque chose comme ça. C'est une interprétation trop rigide ou trop excessive. Est-ce que ça peut être, on peut faire appel d'une décision de cette cour et donc gagner du temps pour continuer à faire le business, si j'ose dire? Non, comme c'est la Cour constitutionnelle, c'est C'est déjà la direct. dernière instance. D'accord. Oui, c'est comme le Conseil constitutionnel. Ouais, Chez c'est nous, fini. il n'y a pas de, il n'a ni cour de cassation, ni juridiction. On peut pas gagner de temps. Voilà. Je vous propose que nous passions au second des sujets que nous nous proposions d'aborder, celui de la société idéale aux yeux des Français. Pour la Fondation Jean Jaurès et la CFDT, Ipsos a mené en mars dernier une enquête d'opinion sur la société idéale de demain aux yeux des Français et elle est publiée ce mois-ci. Société, lieu de vie, mobilité, relations familiales, travail, temps libre, réussite, argent, rythme de vie, mode de consommation, ce sont les principaux items. Une majorité écrasante de Français, 95%, exprime un désir de changement de la société actuelle avec 59% favorables à une réforme en profondeur ou à une transformation radicale. Ce sentiment transcende les clivages d'âge et de catégories sociales, bien que les sympathisants de la droite extrémiste soient particulièrement enclins à souhaiter des changements radicaux. Les principaux pôles d'appartenance aux yeux des Français sont la famille, 61%, le pays, 10%, et les groupes d'amis, 4%. Les célébrations traditionnelles jouent un rôle clé dans le renforcement de l'identité nationale. Parallèlement, une courte majorité, 53%, valorise la reconnaissance des identités multiples de genre, de religion, d'origine et de sexualité. Et si le travail continue de représenter un élément important de la vie des Français, ils souhaitent pouvoir donner leur avis sur son organisation afin de pouvoir le concilier plus facilement avec les autres activités. Environ 58% des répondants préfèrent travailler dans une ou deux entreprises tout au long de leur vie professionnelle, indiquant une prédilection pour une carrière stable avec le minimum de changement. Ils aspirent également à davantage d'horizontalité dans la gestion des entreprises et ils sont 32% à souhaiter alterner télétravail et présentiel et seulement 12% à souhaiter ne faire que du télétravail à l'avenir. 6 Français sur 10 estiment que l'écart de salaire mensuel entre la personne la plus pauvre et la plus riche dans une société idéale devrait être au maximum dans un rapport de 1 à 10. Si la démocratie reste le modèle de gouvernance privilégié, ces modalités posent débat. 45% privilégient la démocratie représentative et 40% la démocratie directe ou participative. Le rejet de la démocratie reste marginal, avec 7% préférant un dirigeant fort sans contre-pouvoir. À l'encontre des idées reçues dans la société idéale, l'information passe par les journaux ou la radio, et non par les réseaux sociaux, sur lesquels l'invective est facile et l'information jugée pas toujours fiable. Le mode d'achat idéal pour 52%, c'est l'achat dans les petits commerces spécialisés, puis dans les grandes surfaces, puis sur les plateformes Internet. Les Français privilégient le modèle de ville-nature et une préférence marquée pour la proximité de services publics essentiels. 56% des répondants privilégient le calme et la tranquillité. 37% mettent en avant la possibilité d'avoir un espace privé important, comme une surface habitable avec jardin. 36% apprécient la proximité de la campagne ou des forêts. 32% valorisent des relations sociales faciles et apaisées entre les habitants. Sur cette question, Béatrice Gibelin. Bien, on vient d'écouter Philippe faire un peu le point sur cette étude. Je dirais que la société idéale vue par les Français est une société pépère. Se trouver sur une société un peu tranquille, apaisée, avoir sa maison avec son jardin, pas être ennuyé par des voisins trop proches, mais quand même des services publics partout. Parce que l'un ne doit pas exclure l'autre, même si c'est un petit peu compliqué. Rester dans une entreprise, peut-être en faire une ou deux dans sa carrière, mais pas plus. Évoluer dans cette entreprise. Du télétravail, oui, mais pas trop.
faire les efforts qu'il faut sur le plan écologique. Oui, mais pas trop, puisque je garde ma voiture et je suis très, très attachée à ma voiture. Une certaine tolérance sur le plan sociétal. Bon, on peut se marier avec qui on veut, comme on veut. Tout ça n'est plus vraiment un objet de grand débat. Alors, on va retrouver, bien sûr, les grands clivages habituels. On parlait de la démocratie. Démocratie représentative, c'est pour les gens plutôt plus âgés. Démocratie directe ou participative, c'est plutôt chez les plus jeunes. Rien d'étonnant à cela. De même sur l'information, journaux, radio, sans doute un peu plus chez les plus âgés que chez les plus jeunes, qui fonctionnent essentiellement aux réseaux sociaux. Donc, à la lecture de ce rapport, moi je suis à la fois, il y a quelque chose de rassurant et quelque chose de contradictoire. Parce qu'on commence par voir que 95% des Français veulent que les choses changent, 59% veulent que ça change vraiment, même un peu de façon radicale. Puis quand on regarde ce qui est, c'est quelque chose de tout à fait, j'allais dire, tranquille. C'est pas tant que ça des bouleversements, si vous voulez. Et donc ils ont vraiment sans doute l'impression que ce qu'ils vivent est extrêmement dur, alors que dans l'idéal, on reste quand même, de mon point de vue, sur un certain nombre d'habitudes et qui me pensent poser problème, là, pour le coup. La maison individuelle et le service public, dans un pays à faible densité, comme l'est la France, sauf à certains endroits, mais l'essentiel du territoire est à faible densité, on fait comment ? À quel coût ? Qu'est-ce que ça représente ? C'est absolument jamais posé. Aucune de ces contradictions n'est présente. En revanche, il y a quelque chose qui me semble intéressant, c'est une demande de plus grande participation au travail, d'intervenir dans l'organisation du travail. Et ça, je pense que c'est effectivement un point important qui permettrait peut-être aux Français d'avoir le sentiment de pouvoir être dans des relations plus apaisées, dans quelque chose qui reste essentiel pour eux, qui est de façon, à mon avis, très légitime, qui est le temps qu'on passe au travail. Marc-Olivier Padis. Moi, je ne sais pas bien faire les commentaires d'enquête de ce genre-là. Je n'ai pas tellement l'habitude et ça me laisse un peu perplexe parce que je ne vois pas toujours ce qui est saillant. Je n'ai pas le comparatif en tête. Sans doute, je ne vois pas des choses assez simples et je me pose des questions trop compliquées. Parfois, je me demande à quelles questions les gens répondent vraiment. Mais il y a des questions très intéressantes. Par exemple, quand on demande aux Français comment réagissez-vous ? Êtes-vous d'accord avec cet énoncé ? La vie va trop vite, je me sens de plus en plus dépassé. C'est intéressant de voir que les jeunes répondent d'accord avec cette idée plus que les autres classes d'âge, et notamment que les personnes âgées. Mais est-ce que c'est la vie ou ma vie va trop vite ? Est-ce que c'est une reprise de l'adage latin tempus fugit velutum umbra, ou le sentiment d'un désarroi par rapport à l'évolution technique. Alors donc on a envie de creuser, on a envie d'en savoir un peu plus. Mais je suis assez d'accord avec la contradiction que relevait Béatrice, mais je pense qu'elle est construite un peu, cette contradiction, par l'enquête, parce qu'on commence par une première question où les gens disent oui, il faut changer la société, mais on n'a pas la méthode après. C'est-à-dire que on demande simplement, c'est une série de déclarations. Alors, Marie-Lise Léon, la secrétaire générale de la CFDT, dans l'avant-propos, dit voilà, ça fixe un horizon. On peut voir les choses comme ça. Mais quand on dit la société idéale, il peut y avoir deux sens de idéal. Il y a idéal versus possible ou idéal versus pratique, c'est-à-dire ce qu'on fait vraiment. Or là, un peu, tout est déclaratif, en fait. C'est, par exemple, sur l'information, c'est frappant, c'est-à-dire, les gens disent « Ah oui, il faut lire les journaux, parce que c'est là que l'information est faible ». Mais on sait très bien que les journaux, malheureusement, ne sont pas au mieux de leur forme, et donc c'est pas ça, les pratiques de consommation de l'information. Donc, la question que ne pose pas cette enquête, c'est comment on fait pour y arriver ? Quel effort êtes-vous prêt à faire pour parvenir à ce résultat ? Or, la politique, c'est justement de hiérarchiser des priorités et de dire, ben voilà, et moi j'avais relevé exactement le même exemple
que Béatrice, c'est-à-dire notamment sur le logement. C'est-à-dire, si on dit à la fois, moi je veux une maison individuelle proche de la nature, accessible aux services publics et avec moins de trajets, ça colle pas, c'est pas possible. Aujourd'hui, la transaction que font les ménages, c'est plus de temps de trajet. Les gens acceptent 1h30, 2 heures de trajet par jour pour effectivement être près de la nature, mais quand même en périphérie d'une ville, parce qu'il faut que l'hôpital soit pas trop loin. Donc voilà, les gens gèrent leurs contradictions. La question, c'est un peu comment vous gérez les contradictions et pas... Enfin, moi, ce qui m'aurait intéressé, il se trouve qu'on a une enquête qui existe déjà comme ça, moi que j'avais trouvé très intéressante, qui s'appelle La France Enquête, en deux mots, qui est menée par une association qui s'appelle Destin commun, qui fait justement ce travail en disant le constat, c'est les gens ont le sentiment d'une société fragmentée, divisée, dont le sens est difficile à lire, et ils voudraient une société plus respectueuse, plus humaine. Et à partir de là, ils posent la question comment on fait pour combler le fossé. Et de là, ils distinguent un certain nombre de profils au sein de la société. Et je trouve que c'est une démarche intéressante. Mathias Fekl. D'abord, merci à Béatrice d'avoir proposé ce thème et merci à notre maître, à tous, cher Philippe, de l'avoir retenu parce que c'est quand même une étude qui fait du bien, plutôt, je trouve. Dans le contexte un peu, même très anxiogène, il y a un certain nombre de points positifs. Alors, moi non plus, je ne suis pas spécialiste de la lecture d'enquêtes d'opinion et en particulier, ce qui me semble important, c'est sûrement ensuite de regarder les dynamiques. Quel point d'adhésion augmente sur le long terme. Cela étant dit, il y a d'abord un attachement à la démocratie qui est très fort et qui, je dois dire, m'a moi-même surpris. Je pensais que les chiffres étaient beaucoup plus préoccupants, notamment sur l'adhésion à l'homme fort ou la femme forte, enfin au chef autoritaire, etc. Ça, c'est des bons points, surtout que c'est relativement égal, quelle que soit la classe d'âge. Donc là, mea culpa, j'avais sans doute plutôt un biais dans l'approche. C'est un très bon sens aussi... une très bonne étude pour le nouvel esprit public, parce qu'en réalité, le type d'information que souhaitent les Français, ils la trouveront avant tout ici. Je me permets ce petit clin d'œil, mais qui n'est pas si loin que cela de la réalité. Alors, plusieurs points. D'abord, il y a un énorme décalage entre cette étude et ce qu'on retient quand on est au quotidien sur les réseaux sociaux ou sur les chaînes d'infos en continu, etc. Énorme décalage. Et le deuxième très grand décalage, c'est cette étude et un certain nombre de discours politiques qui ont pignon sur rue aujourd'hui, que ce soit les délires identitaires des uns ou les obsessions anti-barbecue des autres. C'est-à-dire que les Français sont très loin, en réalité, des deux préoccupations. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas avoir des angoisses, mais ça reste avec beaucoup de bon sens et beaucoup de modération et de pondération en réalité. Alors même que c'est un pays qui est quand même soumis à des difficultés économiques, à des vagues d'attentats. Je trouve qu'il y a j'aime pas trop le mot de résilience, mais enfin, en l'occurrence, aujourd'hui, il dit bien ce qu'il dit. Alors, il y a 2 ou 3 bombes à retardement, à mon avis, quand même, dans cette étude. Il y a d'abord la question du logement, avec à la fois ce qui a été dit avant moi, mais aussi le fait que le rêve du logement des Français ne pourra plus se réaliser à l'avenir si les décisions politiques sont confirmées. C'est-à-dire que le rêve de la maison individuelle, quand on décide de plus du tout faire d'artificialisation nette des sols, là, quand les citoyens vont comprendre ce qui les attend, que la priorité, c'est le retour au logement collectif et les immeubles, etc., ça risque d'être compliqué. Peut-être que je simplifie un peu, mais un certain nombre de grands spécialistes du logement ont alerté là-dessus depuis un certain nombre d'années. Le deuxième point, c'est est-ce qu'on réussira à réaliser les rêves pour la vie au travail, le rythme de vie dans un environnement de compétition internationale de plus en plus fort, et comment on demeure une économie compétitive tout en gardant ce rapport en fait assez sain à l'entreprise. Et puis le troisième, c'est la préservation de notre modèle social, toujours dans le même contexte. C'est-à-dire que l'attachement très fort à l'État-providence, à une forme de redistribution, à une limitation des inégalités, elle se heurte aujourd'hui très frontalement aux réalités de l'économie mondiale. Donc là, il y aura à l'évidence pour la prise de décision politique un hiatus extrêmement fort et qui ne sera pas simple à combler. Michaela Wiegel.
Alors, je vais probablement vous étonner. Je trouvais que le tableau que dressait cette étude ressemblait étrangement à un des livres qui, je crois, c'est le livre qui s'est le plus vendu en Allemagne sur la France de tout le temps, qui porte le titre Vivre comme Dieu en France. Et qui dresse un tableau un petit peu comme l'idéal que décrivent les Français, c'est-à-dire une vie tranquille, de bonne qualité, où chacun a son espace insonorisé pour écouter chanter les oiseaux et pas entendre les voisins, où le travail est stable, mais toujours avec quand même des défis, des changements et où aussi tout ce qu'on consomme en quelque sorte soit vérifiable, de l'information jusqu'à la bonne nourriture, bien sûr. Et j'ai retiré surtout une sorte de nostalgie pour une France qui n'est plus et qui a probablement jamais existé, mais qui est quand même très présent et qui est toujours présent, et ça, je trouve assez fascinant dans l'imaginaire collectif. Et ça m'a vraiment frappée parce que, par exemple, je prends quelques petits exemples sur l'importance des livres. Ça m'a étonnée qu'à l'époque où beaucoup lisent sur des tablettes, sur des téléphones, et où le livre en papier est souvent considéré comme quelque chose qui appartient à un monde passé. Ben là, ils disent c'était pas la majorité, mais une très forte, c'était plus que 40 disent, pour eux, c'est très important. Et effectivement, ça a été dit, on préfère avoir moins de sources d'informations. 7 sur 10 disent ça, moins de sources d'informations, mais que ces sources soient fiables, c'est-à-dire un rejet des réseaux sociaux et de cette multiplication de chaînes d'informations. Donc, oui, je dirais, c'est un peu le cri de cœur d'une France qui aimerait bien retrouver quelque chose qui manque quand même dans le quotidien. Et ça m'a frappé que c'est un désir exprimé surtout des jeunes. Olivier a dit, c'est étonnant pourquoi les jeunes disent ma vie va trop vite ou la vie va trop vite. Mais effectivement, j'ai l'impression que il y a une sorte d'aspiration au bien-être qui est plus prononcée probablement en France qu'ailleurs. Et je veux pour preuve aussi le chiffre très bas des gens qui déclarent ne pas vouloir fonder une famille, avoir des enfants. Peu importe la forme de famille, mais en Allemagne, le chiffre est beaucoup plus élevé. Et l'énervement général auquel non seulement les réseaux sociaux, mais beaucoup de chaînes d'information en continu tendent, me paraît avoir... Mathias, il faisait allusion tout à l'heure, je pense qu'il y a un effet d'amortisseur. Et c'est ça que traduit cette étude, c'est qu'il y a quelque chose qui reçoit ces pulsions d'énervement, mais qui en même temps les digère, pour une bonne part en tout cas de ceux qui... c'est plus que de la résilience, comme tu disais tout à l'heure, Mathias, c'est plutôt me semble-t-il, c'est plutôt un effet d'amortissement. Je vous remercie, je vous propose que nous passions à notre dernière séquence, la séquence des brèves, que je vais ouvrir en rappelant que il y a quelques semaines, j'avais rappelé le plaisir que j'avais éprouvé à relire Le studio de l'inutilité de Simon Leys. Simon Leys, avec Alexandre Vialat et dans un tout autre genre, Georges Brassens, je trouve chez lui énormément de moyens et d'indications et aussi de nourriture et d'humeur nécessaires à m'échapper d'un univers d'injonction, de certitude, de simplification. Et dans le petit livre qu'il vient de consacrer à Simon Leys, aux éditions Michalon, Jérôme Michel note, je cite, « La littérature, Simon Leys la conçoit à l'instar de Milan Kundera comme le plus puissant et le plus salutaire antidote
à la malédiction de la réduction qui s'acharna à défigurer l'humanité à l'âge des totalitarismes politiques et à en effacer les traits à l'heure contemporaine du non-sens bruyant, du bavardage permanent et de la disparition du monde de la vie derrière l'opacité des écrans. Et dans son court essai, Jérôme Michel reprend tout ce que Simon Leys a appris de la Chine et tout ce qu'il nous a appris qu'elle n'était pas, quand des intellectuels possédés par le besoin d'appartenir débitaient des sornettes et proféraient des malédictions contre ceux qui avaient les yeux ouverts, mais aussi le passeur inlassable de romans et de romanciers que fut l'auteur du Bonheur des petits poissons. Au moment où sort sur les écrans le film de Ridley Scott sur Napoléon, j'ai vu sur un réseau social un commentaire bref qui disait « du vide sous un chapeau ». Au moment où ce film de Ridley Scott sort, je n'ai pas vu le film, donc je ne saurais prendre ce jugement à mon compte, mais enfin, c'est déjà important qu'un jugement fasse sourire. Donc, au moment où sort ce film de Ridley Scott, Jérôme Michel rappelle que Simon Leys fut l'auteur d'un roman, La mort de Napoléon, où l'on voit l'empereur évadé de Sainte-Hélène, où il a laissé un sosie, devenir à Paris marchand de melons et de pastèques, et où ce marchand de melons et de pastèques se voit condamné à ne plus être que cela, quand tous ses plans de reconquête du pouvoir tombent à l'eau parce que son sosie meurt dans son île lointaine. Après avoir visité un asile où pullulent les autoproclamés Napoléon, il ne reste plus qu'au vrai Bonaparte qu'à examiner ce que fut sa vie, où cet examen le conduira. C'est ce que je laisse au lecteur de Jérôme Michel, et puis peut-être aussi et surtout de La mort de Napoléon, le soin de découvrir. Marc-Olivier Padis. Moi, j'ai lu cette semaine avec beaucoup d'intérêt le livre de Grégoire Kaufmann qui s'appelle « L'enlèvement » chez Flammarion. Grégoire Kaufmann est un jeune historien qui a choisi dans ce livre de mêler l'histoire personnelle à l'histoire collective. Et c'est assez réussi, histoire personnelle, parce que Grégoire Kaufmann est le fils de Jean-Paul Kaufmann, le journaliste, et de Joël Brunerie Kaufmann. Et quand Jean-Paul Kaufmann, comme on s'en souvient, a été otage au Liban, enlevé en même temps que le chercheur Michel Seurat, sa femme, Joël Brunerie Kaufmann, a monté un comité de soutien qui a été extrêmement actif pour obtenir la libération de Jean-Paul Kaufmann, avec l'aide d'un urbaniste architecte appelé Cantal Duparc et de beaucoup d'autres amis. Et ce comité de soutien a gardé des archives qui ont été en fait stockées dans la maison familiale des Kaufmann. Et donc Grégoire Kaufmann travaille sur archives comme un historien, des archives qui sont à moitié familiales, mais en même temps de cette association collective qui, à travers lequel il arrive à décrire les années 80, les années Mitterrand, une ambiance politique, un type de mobilisation nouveau, ou en tout cas dont ce comité de soutien participe, avec la médiatisation, avec beaucoup d'éléments, toutes les controverses qui racontaient cela. En même temps, il raconte sa vie de lycéen, la vie culturelle telle qu'il la découvre, comment il se construit lui-même dans cette situation assez dramatique d'avoir un père enlevé. Et donc, il réussit, je trouve, fort bien ce pari de raconter les années 80 à travers son histoire personnelle. Michaela Wiegel. Oui, moi je voudrais revenir au chapitre Nord Stream 2 et comment l'Allemagne a pu en quelque sorte amener l'Europe à la suivre. Et il y a 2 livres qui sont l'un le plus mieux que l'autre. Il y a d'abord Le piège Nord Stream de Marian van Rentagem qui raconte comme un thriller, en quelque sorte, comment, aussi avec l'aide de la France, qui ne voulait pas voir, l'Allemagne a pu monter après l'occupation de la Crimée par la Russie, cette opération, et comment on s'est aveuglé pendant des longues mois, et on n'a pas voulu écouter ni les Polonais ni les pays baltes. Et avec le mot aveuglé, je suis déjà
au livre de Sylvie Kaufmann, Les Aveuglés, qui est plus large parce qu'elle traite vraiment de la politique européo-russe, on peut dire, et qui a quelques scoops cachés, notamment en ce qui concerne l'Allemagne. Par exemple, Martin Schulz, l'ancien président du Parlement européen, lui a confié que enfin, c'était Angela Merkel qui avait proposé que Gerhard Schröder, on se souvient du changement du pouvoir qui était très chahuté en 2005, qui avait proposé que Schröder prenne la direction de Nord Stream, de la compagnie Nord Stream, directement dans les mains de Gazprom à cause de ses bons liens avec Poutine. Et ça, c'est quand même assez inconnu que c'était avec la bénédiction d'Angela Merkel. Et il y a d'autres chapitres fort intéressants, qui étaient, à mon humble avis, jamais écrits, comment aussi le président Sarkozy avait humilié le président polonais de l'époque et les dirigeants baltes. Matthias Fekl. Je vous conseille le livre de Raphaël Dohan qui s'appelle « Si Rome n'avait pas chuté ». Raphaël Dohan est un jeune normalien, énarque, magistrat administratif et néanmoins tout à fait sympathique, et même éminemment sympathique et éminemment brillant. À ma connaissance, c'est le premier livre d'histoire écrit avec l'intelligence artificielle. Il imagine ce que serait devenue la Rome antique si elle était devenue une puissance industrielle et technologique. Et donc vous avez des textes absolument incroyables qui reconstruisent cela à partir de sources, entre guillemets, c'est-à-dire qui mettent en perspective des textes. Vous avez des images complètement démentes, donc c'est aussi un magnifique livre à offrir à Noël. Et vous avez à côté de ça les commentaires de l'historien Raphaël Dohan. Donc c'est un livre extrêmement stimulant qui ouvre aussi une réflexion plus large sur l'intelligence artificielle, et pas seulement sous l'angle des dangers, mais aussi sous l'angle objectif de ce qui va changer. Et simplement un point, il nous dit que pendant longtemps, les progrès technologiques ont menacé d'abord plutôt les métiers manuels, que maintenant la remise en cause va porter aussi sur les métiers davantage intellectuels, avec une nouveauté supplémentaire qui est la vitesse des transformations et donc des adaptations qui vont venir avec. C'est extrêmement stimulant et je vous le conseille très volontiers. On constate en effet déjà qu'on ne manque pas de sociologues, mais on manque de plombiers. Béatrice Gibel. Ça donne très envie de le lire, Mathias, effectivement. Moi, je vais vous conseiller d'écouter un discours, que je trouve pour ma part un grand discours, qui est dit par Abnous Shalmani, qui est présidente du jury de la laïcité et qu'elle a prononcé le 8 novembre à l'Hôtel de Ville de Paris. Et je vais vous en citer une phrase. « Laïcité, ce mot qu'on doit dorénavant défendre alors qu'il nous défendait ». Je trouve que dans cette phrase, on a déjà l'essentiel de ce qui est dit. Et elle ajoute « Je ne donne pas de prix à un socialiste, je les laisse se flinguer dans leur moratoire à la con, à savoir si le Hamas est terroriste ou pas. » Et tout est de la même veine, en disant que voir la gauche essayer de justifier l'abaya ou le voile, et quand ces femmes iraniennes, elle est d'origine iranienne, mènent le combat jusqu'à la mort, c'est absolument intolérable. Allez-y, écoutez-le, je pense qu'on mettra le lien sur le site pour que vous puissiez, c'est sur YouTube, c'est très très facile, et j'y ajoute quand même ce petit livre « Femmes, rêves, liberté », 12 textes écrits par des Iraniennes, soit parce qu'elles sont en Iran, soit parce qu'elles ont dû s'exiler, c'est douloureux, mais ça fait un bien fou. Je vous remercie. Je vous rappelle donc que dimanche prochain, nous sommes en public à l'École alsacienne et que vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur notre site, que mercredi, nous commencerons une série de Bada avec le pianiste de jazz Laurent de Wild, que vous pouvez profitez des dernières semaines de l'année 2023 pour nous envoyer vos dons et contributions qui seront défiscalisés à hauteur de 66%. Et puis je remercie Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré qui en assure le compte-rendu analytique, le compendium,
Nicolas Tourneau qui s'occupe du site, Olivier Magloire qui répond à toutes les questions qui concernent précisément notre financement, Mathéo Gillet qui a enregistré cette conversation pour le studio L'Arrière-Boutique, tandis que Julien Neuville et Nouvelles Écoutes produisent notre podcast. Rendez-vous mercredi puis dimanche prochain.